comment il s'appelait, Jean-Michel Blanquer, c'était probablement le meilleur technicien de l'éducation nationale qu'on a jamais eu au ministère de l'Éducation nationale. Il a été directeur général de l'enseignement scolaire, il a été recteur d'académie, il connaît par cœur la maison, il a fait toute sa carrière dans la maison, pratiquement. Il a même une expérience dans le privé, toujours dans l'enseignement, mais dans le privé. Enfin, Blanquer, voilà, c'est le meilleur technicien de l'éducation nationale qu'on a jamais eu au ministère de l'Éducation nationale. Bon, est-ce que les gens étaient satisfaits pour autant? On avait Julien Denormandie qui était ministre de l'Agriculture. Il est ingénieur agronome. Excellent technicien de l'agriculture. Très bon connaisseur des dossiers, connaît les chiffres, connaît les machins, etc. Bon, est-ce que les agriculteurs sont contents? Là, c'est plus compliqué que ça. Donc non, je vous invite à ne pas fantasmer sur les techniciens au pouvoir. En fait, on appelle ça, porte un nom, hein, ça s'appelle le technosolutionnisme ou la technocratie. C'est l'idée de mettre des spécialistes au pouvoir, comme si leur spécialité leur donnait une espèce de gage de bonne politique. Mais en fait, ce qui fait une bonne ou une mauvaise politique, c'est un sujet de débat démocratique. C'est même pour ça qu'on a un parlement, pour en discuter de ça, de ce qui est du domaine du souhaitable. C'est ça la politique. C'est le débat sur le souhaitable, sur l'envisageable. C'est pas le débat sur le possible. Ça c'est un débat de techniciens, justement, oui. Tu mets des juristes, tu fais des colloques avec des spécialistes qui vont te dire effectivement le domaine du possible. Et le politique, il n'est pas là pour ça. Il est là pour engager des changements. C'est bien de prendre des avis d'experts aussi. Ah, bien évidemment, une politique publique doit se concerter avec des experts qui doivent la critiquer, qui doivent la penser, qui doivent l'articuler. Je vous avais parlé d'un exemple qu'on donne souvent dans l'histoire. C'est la campagne des nuisibles. La campagne des nuisibles de Mao Tse-tung. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était les années 50, je crois. Mao Tse-tung donc, dirigeait la Chine communiste. Et les agriculteurs chinois avaient un problème parce que quand ils semaient les graines dans les champs, il y avait des piafs qui venaient bouffer les graines. Et il y avait une perte de productivité agricole à cause de ces connards de piafs qui venaient bouffer les graines dans les champs. Du coup, le Parti communiste chinois et Mao Tse-tung décident d'une grande campagne d'éradication des nuisibles. C'était la campagne des nuisibles. Où, alors je vous laisse imaginer la machine communiste qui se met en place et tout le monde qui se met à buter des piafs partout dans les campagnes chinoises. Et ça marche super bien. Ils éradiquent quasiment la population de différents piafs. Il y avait notamment les moineaux. On a parlé des moineaux de Mao. L'année suivante, la Chine a connu la plus grande invasion de sauterelles de toute son histoire qui a ravagé les cultures et qui a tué plusieurs millions de personnes. Parce qu'en fait, les oiseaux, en plus de bouffer les graines, c'était les prédateurs des sauterelles. La campagne des nuisibles, qui était une bonne politique en faveur des agriculteurs, était en fait un désastre absolu pour la Chine. Conclusion, le communisme c'est mal. Alors, on pourrait discuter des exemples similaires pris aux États-Unis d'Amérique, qui ont tapissé de bombes le Nevada, qui ont envisagé de faire péter des montagnes entières avec des explosions nucléaires pour faire de l'excavation. Si on part dans l'écologie, je te jure que le capitalisme, il n'est pas meilleur que le communisme. Le communisme est un fiasco absolu du point de vue de l'écologie. J'ai pas dit le contraire. Mais le capitalisme est pas meilleur. Donc voilà, donc l'exemple des moineaux de Mao, c'est un des exemples de... sur le papier, ça a l'air d'être une super bonne idée. Ça fait monter ta cote de popularité chez les agriculteurs. Mais dans la réalité de la mise en œuvre, c'est un fiasco absolu. Et quand on voit ton film, donc, il faut se souvenir que les FARC, c'est quoi? C'est 40 ans de combat ou combien de... presque plus de 50 ans. Plus de 50 ans. C'est né en 64, la guérilla des FARC. Ça s'est arrêté en 2016 avec la signature d'un accord de paix. Après, ils sont sortis du maquis. Donc, il y a eu 52 ans de lutte armée. Et ils ont eu souvent l'image d'affreux, de méchants, c'est ceux qui avaient enlevé Ingrid Betancourt, souviens-toi, en France. Et à ce moment-là, ils apparaissaient comme vraiment les pires salopards de la lutte armée. Alors que les salopards sont vraiment en face, quoi. Quand on voit ton film, mais c'est un film, comment dire, tu prends pas position du tout, tu parles toujours avec le même ton. D'ailleurs, on a plaisir à retrouver un peu, tu chuchotes en voix off et tu
tu mets en perspective cette histoire. C'est un film qui s'échelonne sur une dizaine d'années, enfin 11 ans, je crois, où tu démarres, on est au début en 2016, mais Domi est mort en 2008, et puis tu retrouves des images d'archives, et tu racontes cette histoire des FARC, mais en même temps, tu racontes une histoire de géopolitique un peu planétaire, quoi. Et tu reviens sur ce qui, pour toi, est quand même un thème récurrent dans tous tes films, sur le rapport aux médias, sur le rapport à la vérité, à l'information. Je trouvais absolument fascinante cette micro-société humaine qui avait aboli la propriété privée et qui pratiquait le collectivisme dans la forêt colombienne. C'est dommage qu'aucun anthropologue ne soit venu étudier les FARC, qu'aucun ethnologue n'ait passé du temps avec eux, comme pour une tribu amazonienne. Mais c'est probablement l'étiquette terroriste accolée à la guérilla par les médias, les États-Unis et l'Union européenne qui avait rebuté les chercheurs. Oui, l'idée, c'est pas un film de critique des médias, hein, c'est un film où je suis allé rencontrer, avant qu'ils sortent du maquis et après qu'ils soient sortis du maquis, des guerrieros et guerrieras, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les FARC, et notamment une Française. J'ai découvert ça à cette occasion, Nathalie Mistral, c'est son pseudonyme, Audrey Millot. Et cette Française nous permet de rentrer dans l'histoire de cette guérilla, et qui est une guérilla essentiellement paysanne, hein, qui a vu le jour parce que des paysans se faisaient massacrer par des gros propriétaires dans un pays où il y a des inégalités de possession des terres énormes, la Colombie, il y a ce qu'on appelle des latifundistas, et les paysans sans terre qui, lorsqu'ils récupéraient un petit lopin de terre, se faisaient massacrer par les milices privées des gros propriétaires et qui ont monté un maquis d'autodéfense paysan. Et petit à petit, c'est devenu la guérilla des FARC. Et le plus ancien et plus grand mouvement guérillero de la planète, dû à la fin du XXe et début du XXIe siècle, 13 000 personnes à la fin, qui ont signé l'accord de paix avec le gouvernement qui ont en rendu 2016, leurs armes. qui ont rendu les armes, peut-être un peu trop tôt d'ailleurs, au goût de certains. Et c'est une histoire incroyable, une histoire de résistance. On est bien dans la résistance. Alors qu'on les a considérés, que les médias français, colombiens et autres, les ont considérés comme des terroristes. Ils ont même été inscrits sur la liste des organisations de terroristes par l'Union européenne. Par les États-Unis, ça on peut s'y attendre, mais par l'Union européenne, ça c'est une honte quand même que l'Union européenne les ait mis ces résistants sur la liste des organisations terroristes de la planète. Il faut dire que ces hommes-là, qui étaient, tu dis, quelques dizaines de millions, à leur plus grande époque, ils étaient combien ? 50 000 ? Ils ont été jusqu'à 20 000. Mais 20 000, c'est énorme, hein. Maroulanda, le fondateur des FARC, qui a été leur chef historique pendant très longtemps et qui est mort de vieillesse dans le maquis, hein, c'est très rare qu'un guerriero meure de vieillesse dans le maquis, disait qu'à 40 000, le pouvoir allait être menacé. Ils sont arrivés jusqu'à 20 000 à la fin des années 90. Et puis après, ils ont eu des soucis avec l'armée américaine qui a soutenu l'armée colombienne. Oui, qui leur a donné plein de moyens. Qui leur a donné des moyens, notamment des moyens électroniques. Et là, la guérilla a dû s'adapter à cette guerre électronique, les drones, pas les drones, mais les localisateurs, les traceurs, les GPS, tout ça. Ils ont eu, c'est raconté dans le film, la nourriture qui était tracée, tout ce qu'ils recevaient qui était tracé. Et là, ils ont pris des bombardements énormes. Ça a été compliqué pour eux. Ils ont réussi à survivre à cette campagne militaire très, très importante de l'armée colombienne avec le soutien des États-Unis. Et ils ont réussi à amener le gouvernement colombien, sans être défait militairement, c'est vachement important, à négocier un accord de paix. Pas forcément dans de très bonnes conditions, mais quand même, c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à forcer un gouvernement à accorder un accord de paix, une amnistie pour les guerrilleros qui étaient considérés comme des terroristes il y a encore 10 ans. Sauf qu'à cet endroit-là de ton film, on se dit, parce qu'on n'a pas le même mémoire, le même souvenir que toi de cette histoire, on se dit, c'est super, ils ont gagné, mais en fait, ils n'ont pas gagné, quoi. Il y a une sorte de tristesse qui s'abat sur nous, même si tu essaies de donner une petite note d'espoir. Et d'ailleurs, il y a une séquence que je trouve très forte, c'est ce que l'archive où tu retrouves les militaires, les aviateurs. En fait, tu rappelles ce chiffre qu'ils étaient quand même 300 000. C'est une armée entière contre 10 000 mecs dans la jungle. 400 000, même 400 000. Et les 400 000 se vantent d'une sorte de match nul, balle au centre, alors que, je veux dire, c'est 400 000 contre 10 000, quoi. Et que les guerrieros ont réussi à résister. C'est des hommes dignes, c'est des hommes magnifiques, et des femmes surtout. Effectivement, on voit ces femmes, on voit cette fierté, quoi, qu'ils ont
ils ont vécu dans la clandestinité, dans la pauvreté, enfin. Et au moins, ils n'ont pas été humiliés par une défaite militaire, parce qu'avoir s'être battu pendant 50 ans dans la jungle et qu'à l'arrivée, comme c'est arrivé au Tigre Tamoul, tu sois battu militairement et que tu partes en prison, ou tu n'aies rien à négocier, c'est une catastrophe pour un mouvement de résistance. Et là, au moins, il y a eu cet accord de paix, même s'il est imparfait, même si certains s'en sortent pas très bien. On leur promet des terres, on leur promet un retour à la vie civile, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et certains d'entre eux, des historiques, vont retourner à la clandestinité et à la jungle, dont ce Jesus Santrich, ouais. Lui, il est poussé. C'est-à-dire qu'il y a une opération de désinformation qui est menée à son encontre. C'est un des principaux. On dit qu'il est narcotrafiquant. Dirigeant. On le taxe de narcotrafiquant, alors qu'il n'a jamais touché à la drogue. Il n'a jamais touché à ça. Et donc, il se retrouve dans une situation d'insécurité juridique. Il risque de partir en tôle ou d'être extradé aux États-Unis. Et là, on y reste à vie. Et il n'a plus qu'une seule ressource, c'est de repartir dans le maquis où il va être tué, assassiné, il n'y a pas très longtemps. Sur la question de la drogue, puisque évidemment, la propagande colombienne était de dire que les FARC étaient des narcotrafiquants. Est-ce que toi, parce que tu poses pas trop la question, est-ce que quand même... Si on évoque la question du trafic. Tu as l'air de dire, qu'ils sont assez innocents de ça, mais quand même, tu crois pas qu'ils ont vécu grâce à ça aussi? Je crois que c'est pas faux. Ils ont taxé, ça ils l'assument totalement, ils ont taxé le narcotrafic. C'est-à-dire dans les zones où finalement ils jouaient le rôle d'un service public parce qu'ils faisaient l'éducation, la police, ils réglaient les FARC dans les zones où ils évoluaient, où il n'y avait pas d'État ou très peu d'État. Une femme qui avait un problème de pension alimentaire, elle n'allait pas voir un juge, il n'y en avait pas. Elle allait voir le commandant ou la commandante des FARC. Elle lui disait, voilà, mon mari s'est barré avec le bétail, il est allé retrouver une autre femme un peu plus loin, il m'a laissé avec les gamins, j'ai aucune ressource, qu'est-ce que je fais? Et le commandant des FARC, il envoyait 2-3 guérilleros retrouver le mari dans la ville où il s'était installé avec une autre compagne et avec les têtes de bétail qu'il avait embarquées avec lui. Et il lui disait, écoute, c'est pas compliqué, tu vas vendre dans la semaine qui vient le bétail et tu vas nous donner la moitié de l'argent qu'on va remettre à ta femme en guise de pension alimentaire. Voilà le boulot qu'ils faisaient, les FARC. Mais alors, pour financer cette armée et cet État irrégulier, dans les zones où ils évoluaient, il fallait des ressources. Et donc, ils faisaient payer l'impôt à tous les commerçants, que ce soit un gros propriétaire de bétail ou que ce soit un narcotrafiquant. Et comme militairement, ils étaient plus forts que les narcos, ils étaient plus forts que Pablo Escobar, les FARC. Pablo Escobar ne pouvait pas s'amuser, ou ses troupes s'amusaient à aller dans des zones FARC et faire la loi. Donc, les narcos qui voulaient acheter de la feuille de coca à des petits paysans, qui est souvent leur seule ressource qui leur permettent de vivre et non pas de survivre, parce que le prix de la feuille de coca est plus élevé que le prix de l'ananas, du café, du cacao, qui fluctuent en permanence, et on peut se retrouver avec des récoltes qui valent plus rien et qui sont en plus très compliquées à sortir parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, parce que l'État n'est pas présent. Donc, que faisaient les FARC? Ils faisaient payer l'impôt révolutionnaire, y compris aux narcotrafiquants. D'accord. C'était comme ça qu'ils finançaient une armée de 13 000 personnes à la fin, lorsqu'ils ont signé l'accord de paix. Il fallait des armes, des uniformes, à manger. Ça s'entretient, une armée de 13 000 personnes. Il fallait des ressources. Et ils étaient appuyés par aucun pays étranger. Les FARC, c'est vraiment une guérilla totalement autochtone. Cuba un peu, non, pas du tout. C'est une autre guérilla, le LN, qui a été soutenue à une époque par Cuba. Mais non, les FARC n'avaient pas de lien avec la Chine, avec l'URSS, avec Cuba. C'est vraiment une guérilla autochtone endogène. Ils y trouvent refuge quand même. Non, jamais. Non. Le type que tu vas interviewer. Ah, à Cuba? Oui. Non, c'est qu'à un moment donné, quand le gouvernement colombien a démarré un processus de négociation pour signer un accord de paix avec les FARC, Cuba s'est proposé comme lieu d'accueil des négociateurs, parce qu'ils avaient confiance dans les Cubains, les deux parties. Donc c'est là-bas qu'ont eu les négociations de paix aboutissant à un accord. Mais pour finir avec le narcotrafic, il y a eu, et ça c'est dit par un des ex-guerrilleros, il y a eu sur 13 000 personnes, bien sûr, qu'il y a eu des gens qui ont touché au trafic de drogue, parce qu'à cette échelle-là, il y a des gens, oui, c'est normal. Enfin, c'est pas normal. Mais en tout cas, il y a des gens qui se sont retrouvés à brasser des sommes très importantes chez les guerrilleros, et certains ont pu devenir narcotrafiquants. Mais c'était pas la politique de cultiver la coca. D'ailleurs, ils ne cultivaient pas la coca. Mais ils n'empêchaient pas les petits paysans de la cultiver. Parce qu'il faut savoir que dans des coins très reculés de Colombie, où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de RSA, il n'y a pas tout ça, le paysan qui n'a pas à bouffer, il meurt de faim. Et la coca, en Colombie, où on peut en cultiver, je crois qu'il y a 3 cultures par an de feuilles de coca,
Donc ça permet d'avoir des ressources et de survivre et de vivre même pour des petits paysans. Donc la culture de la feuille de coca, c'est vital pour une grande partie de la paysannerie colombienne. Mais après, le trafic, ça c'est autre chose. Et les FARC n'étaient pas des trafiquants, mais ils laissaient les petits paysans, ils ne pouvaient pas leur dire arrêtez de cultiver la coca, sinon ils allaient crever la dalle. Et donc dans le film que je réalise moi, il y a une sorte de filiation. Moi aussi, j'essaye de ne pas stigmatiser la guérilla, au contraire, et de lui rendre hommage, de rendre hommage à ses résistants. Et assez résistante. Voilà, puisque tu me parles d'extrait, tu retrouves un film qui s'appelle Rio Chiquito, par deux réalisateurs français. Oui, parce que les Français ont été les premiers à filmer la naissance des FARC, deux réalisateurs français très indépendants eux aussi. Bruno Muel, qui est décédé il y a peu, et Jean-Pierre Sergent, qui est toujours vivant. Journaliste, réalisateur et caméraman, Bruno Muel, et le journaliste réalisateur, c'est Jean-Pierre Sergent, à l'initiative du Parti communiste français, et de Joris Ivens, un grand documentariste, sont allés en Colombie en 65 et on les a amenés rencontrer la guérilla des FARC naissante. Elle avait à peine 1 an d'existence dans une zone qui s'appelle Rio Chiquito, d'où le nom du documentaire Rio Chiquito. Et donc, ce sont les premiers à avoir documenté la naissance des FARC et avoir filmé son leader historique, Manuel. Il y a des scènes d'ailleurs assez drôles dans le film où Sergent raconte qu'il est devenu conseiller militaire des FARC. Parce qu'il leur apprenait à tirer sur les avions lors d'un bombardement, parce que lui-même avait été au Vietnam, là aussi. On pourrait en parler longtemps, déjà le film. On attendra que le film sorte et qu'on puisse aller le voir en salle, et j'espère qu'il sera sorti en salle de cinéma d'ici la fin de l'année. Ouais, non, donc c'est un film qui mérite vraiment d'être vu, puis qui suscite du débat, etc. Je voudrais te poser encore une question sur le film. C'est tout à la fin. C'est d'ailleurs un moment que je trouve assez émouvant. C'est que tu poses la question à deux anciens des FARC et tu leur dis est-ce que tu te considères encore comme révolutionnaire ? Et puis après, il y a une question qui est pendante, c'est est-ce que tu te considères encore, je ne sais pas si tu la poses comme ça, mais comme communiste, quoi. Et les deux te répondent positivement. En tant que spectateur, il y a je sais pas toi, ton regard là-dessus, il y a comme un peu de désespoir, à la fois dans la question et dans la réponse. Alors oui et non, ça peut paraître un peu désuet, parce que la société, et notamment les zones où ont été regroupés les ex-guerrilleros, n'a pas pris la direction d'un mode de vie collectiviste ou communautaire, comme on le voit dans le film. C'est un peu chacun pour soi, même s'il y a des restes de vie collective. Il faut dire quand même que les FARC, quand moi je vais les voir dans le maquis, c'est une micro-société où il n'y a pas de propriété privée. On ne possède que ses vêtements, sa brosse à dents, son arme, son sac à dos, sa radio, et c'est tout, quoi. Et de quoi se vêtir. Et on a très peu de choses à soi. On est vraiment dans une société réellement communiste, au sens collectiviste. On partage tout. La enseñanza de uno es que todo es colectivo, de que todos somos entonces proletarios y que aquí ninguno puede tener más que el otro, que ninguno tiene otro valor diferente al de cada uno de nosotros, ¿sí? Que todas nuestras pertenencias son colectivas, que pertenecen a una misma organización, ¿sí? Que no tiene por qué haber aquí propiedad privada sobre las pertenencias, ni mucho menos. Entonces, ese es nuestro mito en la organización. Et là, quand on les retrouve quelques années plus tard dans les zones où ils ont été regroupés, le mode de vie, la société de consommation, le mode de vie individualiste commence à prendre petit à petit le dessus. Donc il y a un peu c'est un peu triste de voir ça. Et en même temps, l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro, ex-guerriero du M19, et de sa vice-présidente, qui est une femme dont il n'y a pas l'équivalent en France, quoi. C'est une féministe, c'est une leader sociale, une leader environnementale. Et à la France insoumise, il y a cette femme de ménage. Oui, voilà, ça pourrait être elle, ouais. Et c'est une femme d'origine très modeste, qui a été employée de maison dans sa jeunesse, qui a travaillé dans des mines. Francia Marquez, elle s'appelle, qui est noire. Et donc, c'est un espoir énorme de voir une femme des classes populaires accéder à la vice-présidence, quoi. Je crois qu'il n'y a personne dans ce pays. Il y a des députés, tu as raison, du LFI, mais tu as personne au niveau du gouvernement qui puisse avoir une telle trajectoire. Et donc, il y a un espoir énorme. On se dit, tiens, là, ça va peut-être changer si des gens comme ça arrivent au pouvoir.